Bon, bah, soyez les bienvenus. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir. Comme vous le savez, ce webinaire concerne l'industrie automobile iranienne. Et en soi, c'est un webinaire totalement inédit sur un sujet que la plupart des gens ne connaissent pas. Permettez-moi en introduction donc déjà de remercier nos intervenants, de remercier M. Didier Edin, de remercier Maître Baki Manesh, de remercier M. Amouzegar qui nous rejoint de l'Iran. Et à la fin, on aura également un invité surprise. Ce sera le cadeau si vous restez jusqu'à la fin. Permettez-moi de dire deux mots sur le Centre franco-iranien qui est organisateur de ce webinaire. Le Centre franco-iranien est une association de loi 1901 qui a été créée en août 2016, pour être très précis, pour développer les relations bilatérales iraniennes en utilisant tout ce potentiel associatif qui est si spécifique à la société française. Nous, on agit dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit artistique, culturel, géopolitique. Et le fait est qu'en espace de 5 ans et demi, on a la fierté d'avoir déjà à notre actif, le webinaire de ce soir, ce sera très exactement le 66e événement qu'on aura organisé. Et autrement dit, pratiquement un événement tous les mois. Et sur ce nombre important, il y a déjà 3 événements qui ont été carrément des premières dans les relations franco-iraniennes des 50 dernières années. Et c'est vrai qu'on a pu bénéficier de l'aide de pratiquement 57 partenaires institutionnels privés français. Et cela a permis également d'avoir un écho médiatique très important. Pour ne rien vous cacher, à l'heure actuelle, en 5 ans et demi, nous comptons plus de 45 articles et reportages dans les principaux médias français, mais aussi européens, et pratiquement 190 articles dans des médias iraniens. Voilà, donc si nos programmes vous intéressent, n'hésitez pas, venez sur notre site internet. Cette petite introduction à part, maintenant permettez-moi de laisser la parole à Monsieur Didier Eda. Le vôtre, monsieur. C'est la même. Ah, c'est la même, oui, c'est bien évidemment. Alors, bonjour à tous. Pendant que M. Ralili fait de la mécanique, je vais déjà le remercier d'avoir organisé cette brillante réunion. C'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel parce que ça permet toujours à la fin des réunions de continuer et d'échanger certains détails. Et néanmoins, on va faire ça comme on nous l'impose aujourd'hui, à distance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'industrie automobile en Iran, de voir où on en est et d'où on vient. Donc moi, ma partie sera de vous parler d'où on vient et de parcourir environ 70 ans d'histoire. Ça ne veut pas dire. Peut-être ici, là. Attendez. Oui. Donc, l'industrie automobile en Iran, il faut partir d'une forme d'artisanat. Il est clair que les premiers véhicules fabriqués ou assemblés en Iran étaient dans ce que j'appellerais des garages, sans que ça soit trop péjoratif. Et au cours de ces 70 ans, on va voir qu'on va évoluer vers une organisation industrielle digne de ce nom. Je vous parlerai également des acteurs majeurs de cette industrie qui sont pour la plupart pilotés par l'État et on constatera au cours de ce parcours, de ce long voyage que je vous propose, la structuration d'une filière, c'est-à-dire en partant des constructeurs vers le fournisseur de la plus petite pièce ou de matière. Et puis on évoquera quelque chose d'important qui sont les partenariats technologiques, la mise à niveau qualité et les améliorations de compétitivité que cette industrie a connues. Je voudrais faire 3 remarques préliminaires. Rappeler, puisque Ali Reza Khalili m'a dit que certaines personnes, non pas dans la salle mais en ligne, n'étaient pas du secteur automobile,
Une automobile, c'est un assemblage de pièces. C'est comme un mécano. Donc, on envoie une boîte, il n'y a pas marqué mécano dessus, mais une boîte avec ce qu'on appelle des CKD. C'est une voiture complètement démontée, completely knocked down, ou alors SKD, semi-knocked down, ou alors CBU, là, on n'a plus qu'à mettre le logo et les enjoliveurs de roue. Et bien entendu, ces pièces, il aura fallu les dessiner, concevoir et faire en sorte qu'elles puissent s'assembler les unes avec les autres. Donc, il y a quand même un travail d'engineering et de développement et d'industrialisation qui n'est pas négligeable. Deuxième remarque, c'est une industrie de main-d'œuvre, créatrice d'emplois, énormément créatrice d'emplois, et je crois que c'est pour ça que l'Iran attache beaucoup d'importance à cette industrie. Et troisième point, l'après-vente. J'en parlerai peu, mais l'après-vente, c'est important. Une fois qu'on a fabriqué et vendu une voiture, il faut l'entretenir. Et puis, de temps en temps, quand on a eu un accident, il faut la réparer. Cet ensemble après-vente, c'est ce qu'on appelle l'aftermarket. C'est une activité qui est en général très rémunératrice et qui intéresse aussi bien les constructeurs que les fournisseurs parce que on se dispute un petit peu des marges. Alors, retour dans les années 50. À cette époque-là, on va voir surtout des voitures réservées à la société qui a les moyens d'acheter des voitures. Et il y a une forte influence américaine. Je crois que l'industrie automobile de cette époque-là n'est pas différente de beaucoup d'autres secteurs. Je ne pourrais pas parler du pétrole, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et on verra des importations de voitures complètes ou des assemblages de marques ou de modèles comme des Cadillac, des Chevrolet, des Buick, des Oldsmobile. Je ne vous ferai pas la liste complète, mais on en a vu et on en voit encore. Je me souviens, il y a peut-être pas plus de 5 ans ou 10 ans, avoir pris un taxi. C'était une Oldsmobile des années 50 et ça roulait encore. Dans les années 70, Sherkat Shahami est une société qui produit un véhicule basé sur un modèle d'American Motors. Donc, vous voyez, l'influence des Américains existait encore au début des années 70. Et il produira 2 modèles qu'on appelle l'Aria et la Shine. Vous les voyez sur la photo en haut à droite. C'était des voitures qui se sont produites à une bonne centaine de milliers d'exemplaires. Cette même société formera même avec General Motors une coentreprise qui s'est appelée General Motors Iran Limited pour produire l'Opel Commodore. Retenez bien le nom d'Opel parce que peut-être qu'on en reparlera dans le futur. Toujours dans les années 70, il y a la création par le gouvernement de ce qu'on appelle l'Hydro, qui est un institut qui a pour mission de développer l'industrie dans tous les secteurs industriels. C'est un conglomérat qui agit dans tous les secteurs industriels, pardon, oui, je l'ai déjà dit, et qui est rattaché au ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, et qui a un pilotage qu'on peut qualifier de capitalistique vis-à-vis des 2 groupes de constructeurs que sont ICO et Seipa, que je vais vous présenter à la suite. Mais avant de parler des constructeurs, quelque chose qui est important, qui est typique et caractéristique de l'activité en Iran, et je crois, quelle que soit l'activité, c'est une activité avec des hauts et des bas. Là, je vous ai mis la courbe en vert depuis l'année 2000 de la production annuelle d'automobiles. Donc, vous voyez qu'on aura passé 1 million d'automobiles en 2007. Et puis, je ne voudrais pas dire que c'est... il y a eu une chute par derrière au moment où il y a eu un changement de direction du pays. Et puis, on est remonté jusqu'à la pointe 1 685 000 véhicules, qui est une très belle performance. C'était en 2008, et puis après, on retombe, vous savez pourquoi.
Donc, les grandes étapes de cette croissance que j'ai qualifiée de résiliente, parce que c'est vraiment une caractéristique importante en Iran, on va avoir dans la décennie 70, plus ou moins, des activités d'assemblage simple, c'est-à-dire qu'on reçoit ces boîtes de mécano et puis on assemble les voitures. Dans la décennie 80, plus ou moins, il y a les répercussions de la guerre avec l'Irak, malheureusement. Dans la décennie 90, on a vraiment, je dirais presque que c'est là la vraie naissance de l'industrie automobile en Iran. Et on va connaître une structuration et une industrialisation du secteur, avec en particulier la création des parts makers, c'est-à-dire des fournisseurs, les gens qui fabriquent des pièces et qui alimentent les chaînes d'assemblage des constructeurs. La décennie, même si ce n'est pas coupé strictement 2005-2012, on a une très belle croissance de la filière avec des signatures de licences et la génération de l'intégration locale, c'est-à-dire on va aller vers un développement de la production locale de pièces composantes des automobiles. Et puis, la période la plus brillante aura été de 2015 à 2018, où là, on va vers des partenariats industriels, des joint ventures, et avec un objectif qui était fixé d'atteindre 2 millions de voitures en 2020. Permettez-moi de vous présenter rapidement les deux principaux groupes iraniens. Donc, je vais commencer par le deuxième, histoire de ne pas respecter de hiérarchie, Saipa, et on va voir depuis la Diane jusqu'à la Tandar. Saipa, vous voyez, et le nom en français est encore marqué sur l'immeuble du siège social de la société à Téhéran, sur la route de Karaj. Saipa veut dire Société anonyme iranienne de production automobile. C'est créé en 1962. C'est une filiale avec Citroën. Citroën avait 25%. Et l'objectif était de produire la Diane, qu'on a appelée là-bas la Jan, qui a subi très rapidement quelques petites modifications esthétiques, en particulier des phares carrés, alors que notre Diane nationale avait des phares ronds. Cette collaboration sera assez bonne jusqu'à la Révolution, où là, les relations se distendent et je dirais Citroën est remplacé par Renault, qui signe un accord avec Saipa pour fabriquer la R5, qui elle aussi va subir beaucoup de modifications esthétiques et mécaniques, puisque la dernière qu'on voit encore dans les rues, qui s'appelle la Piquet, pour Parscodro, au lieu d'avoir un moteur Renault, elle a un moteur de Kia. Je suis désolé, je travaille avec deux ordi, donc... En 92, on voit apparaître le Sud-Coréen qui signe un accord très souple avec Saipa et qui va permettre de produire au départ la Pride et puis ensuite beaucoup d'autres voitures de ce constructeur, avec un accord qui était très souple et qui permettait beaucoup de duplication locale, ce qui est important. Ensuite, on va voir un accord d'assemblage avec Nissan pour le Patrol, et là aussi, il y aura d'autres modèles qui suivront jusqu'à la Maxima, qui a été un véhicule statutaire iranien. En 2004, année importante pour Saipa, contrat de production de la El Navad, qu'on appelle là-bas la Tondar, et constitution d'une joint venture avec Renault et Iran Khodro. Tous les trois sont dans la JV, et cette JV s'appellera Renault Pars. 2013, il y a des sanctions occidentales qui réapparaissent, et pour assurer ses arrières, Saipa signe un contrat avec des Chinois, Briance et Changang. Et puis 2015, les choses s'arrangent de nouveau, et il y a la création d'une joint venture avec Citroën qui s'appelle SCCO, c'est-à-dire Saipa Citroën Company. On passe de l'autre côté au plus gros, au premier, Iran Khodro, qui s'est d'abord appelé
Iran National, et on va aller dans l'histoire jusqu'à ICO, qui est son nom aujourd'hui. Créé en 62 aussi par la famille Hayami. Et en 67, le premier modèle qui sera fabriqué est la Paycan, qui a été une voiture, j'allais dire increvable, pardonnez-moi le qualificatif. C'est une voiture qui était basée sur la Hillman Hunter du constructeur anglais Roots, qui sera achetée par Chrysler Europe, qui sera achetée par Peugeot. D'où l'accord avec Peugeot en 92 pour fabriquer de la 405, là aussi qui a été fabriquée jusqu'à l'année dernière. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, l'Iran était le plus gros site de production de la 405 au monde. Ils étaient tout seuls. Et puis ensuite est arrivée la 206. En 2002, un événement quand même qui marque l'histoire de l'industrie automobile iranienne, c'est la sortie de la Saman, qu'ils ont appelée la National Car, même si c'était basé sur une plateforme de la 405, mais en tout cas, tout l'esthétique, tout l'habillage avait été développé par Iran Khodro R&D. Cette voiture sera déclinée en Sarir, Soren et Dena, qui sont principalement des modifications esthétiques. En 2004, parallèlement à Saipa, il y a aussi le contrat de production avec Renault pour la El Navad. La particularité, c'est que très rapidement, ICO sera orienté sur la fabrication de la Logan Pickup. C'est la photo que vous voyez en bas à droite des petites photos que je vous ai mises. Et puis 2015, quand Saipa a fait sa JV avec Citroën, ICO fait sa JV avec Automobile Peugeot et crée ICAP, qui est Iran Khodro Automobile Peugeot. Les voitures ont besoin de moteurs pour avancer, pour rouler. Et ICO est allé jusqu'au développement d'un moteur qu'ils ont qualifié de National Engine, qui porte le nom de F7 et qui est une famille de moteurs, puisqu'il y a eu des déclinaisons turbo, diesel et gaz compressé. C'est un moteur qui a été développé en partenariat avec FEV, qui est un cabinet d'engineering allemand, et sur une technologie d'injection, en particulier d'électronique Bosch. Je pense qu'il faut, dans cette phase d'acquisition de technologie, il faut souligner que tous les partenariats ont été source de réception ou de transfert de know-how. Et ICO a eu ou a des partenariats avec Gaz pour faire des minibus, a toujours eu des partenariats avec Daimler pour le côté camion, même si j'ai orienté plus mon exposé sur les voitures. Bien entendu, a eu un partenariat avec Peugeot, avec Renault et avec le chinois Dongfeng. Il y a des outsiders en Iran qui sont principalement générés par le secteur privé et ce sont pour la plupart, je dirais pour la totalité, de simples opérations d'assemblage de CKD, donc faiblement localisées. Et on évoquera tout à l'heure le point faible de la localisation quand elle est faible. Voilà. Donc ces groupes-là, je vais en citer que 2 parce qu'il y en a beaucoup, mais les 2 principaux, c'est le groupe Kerman Automotive Industry, qui est situé aux alentours de BAM, là où il y avait eu un affreux tremblement de terre en 1999. Kerman a été l'allié de Daewoo, puis de Hyundai, et aujourd'hui travaille en forme de JV avec les Chinois Jag, Geely, Lifan et Chery. Il y a également le groupe Baman qui est un peu plus restreint en termes de taille, mais qui a été l'allié de Mazda en poids lourd et en voiture et qui travaille aussi beaucoup avec les Chinois BYD et FAW. Alors, pourquoi produire des pièces et des composants? Quand vous importez des fournitures de l'étranger, vous êtes fragile quand vous avez des variations de change. Vous avez des chaînes logistiques qui s'allongent. Donc, avoir des pièces fabriquées localement, vous allez augmenter votre contenu local, vous allez créer de l'emploi, c'est très important.
Et ça a été la politique de développement de cette industrie depuis 30 ans. Et vous avez aujourd'hui un vivier d'à peu près 1200 sociétés qu'on appelle les parts makers ou les fabricants de pièces, dont une centaine sont de niveau occidental. Dans ce vivier, vous trouvez à peu près 80% de sociétés privées. Elles ont des avantages de compétences, des capacités d'investissement, même si elles ont des problèmes de cash flow aujourd'hui. Elles ont, ça c'est un point très fort, un personnel très jeune et très éduqué. Ces sociétés-là sont friandes de technologie, d'amélioration de qualité et de compétitivité. Elles ont également un savoir-faire en matière de reverse engineering. C'est un terme très diplomatique pour ne pas dire la copie, mais qui est quelque chose qui est un peu provoqué par les constructeurs iraniens eux-mêmes, parce que jusqu'à récemment, ils n'avaient pas ou peu la culture, c'est-à-dire qu'ils donnaient un échantillon au fournisseur et ils disaient « faites-moi la même pièce », sans savoir si la pièce était bonne ou pas bonne d'ailleurs, ce qui générait des problèmes qualité sur les voitures. Et donc, les fournisseurs iraniens ont développé, et ils ont des outils de reverse engineering assez spectaculaires, j'en ai vu beaucoup, et des choses qu'on n'a pas, nous, en Europe. Le point faible, c'est une intégration verticale trop importante. Les Iraniens ont trop tendance, les sociétés iraniennes ont trop tendance à vouloir tout faire par elles-mêmes. Ce qui veut dire que vous fractionnez, vous atomisez les volumes, vous avez besoin d'être compétent en tout et vous êtes compétent finalement en rien et vous avez une faible spécialisation. Ça, c'est un vrai point faible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2017, probablement que 60% des pièces étaient déclarées produites localement. Mais c'était une production et une intégration locale très superficielle parce qu'il y avait une forte dépendance, et on l'a vu au retour des sanctions, une forte dépendance en matière d'importation de matières premières et de composants technologiques. Abordons les vagues, les deux grandes vagues de coopération industrielle qu'on a pu connaître. Elles ont été provoquées par le lancement de la 206 par Peugeot chez ICO et puis le lancement de la Logan en parallèle ICO et Saipa. Et, ça, c'était au début des années 2000, 2002, 2004, par là. Et on a vu une vague de transfert de know-how dans toute la filière sous forme d'accords d'assistance technique ou de licence. Donc, c'était des accords légers. Néanmoins, et ça c'est une habitude quel que soit le pays, les fournisseurs occidentaux ont l'habitude de suivre leurs clients. Dans le cas de l'Iran, c'était de suivre PSA et Renault, mais ils auraient pu suivre d'autres constructeurs si l'autre constructeur était venu en Iran. Les accords entre constructeurs qui ont suivi ou qui ont été montés en parallèle ont traversé toute la filière, c'est-à-dire qu'ils ont touché les fabricants de pièces, mais aussi les bureaux de design, les cabinets d'engineering, les fournisseurs de process, les outilleurs, les laboratoires de contrôle, parce qu'il faut vérifier la conformité des pièces, la qualité et la conformité, et même les laboratoires d'homologation. J'ai eu le plaisir d'emmener l'UTAC en Iran, notre laboratoire d'homologation français, et qui avait commencé des discussions avec son équivalent iranien. 2015, nouvelle et dernière étape qui s'est concrétisée par une volonté d'investissement commun et donc la création de joint venture. Il y a probablement plus de 100 JV qui ont été constitués ou qui étaient en projet mature et plus ou moins avancé. Je n'ai pas la liste complète. Moi, j'étais arrivé à une liste de 70, mais elle n'était pas complète parce que, bien entendu, pour les JV qui étaient en projet, il y avait toujours une relative confidentialité et c'était des informations qui circulaient très difficilement. Ces créations de JV ont provoqué un step important en matière de qualité, que ce soit la gestion des systèmes ou la gestion de qualité pure et dure en production, la gestion de projet avec des planifications, des équipes projets dignes de ce nom, l'organisation des flux
le layout des usines, et donc une amélioration des performances. Pour avoir visité probablement 200 ou 300 sociétés en Iran et relativement connaître bien les meilleurs, je dirais qu'il y a une bonne dizaine de fournisseurs iraniens qui auraient pu intégrer les bases de fournisseurs des constructeurs hors d'Iran, c'est-à-dire des constructeurs PSA, Renault, Volkswagen, voire Mercedes. Malheureusement, août 2018, notre ami Donald décide de tout arrêter et tout s'arrête. Pour faire une petite conclusion me concernant, en 2018, en fonction des besoins de mobilité locale, une voiture c'est important et je sais que Reza en parlera tout à l'heure après moi, de la structure industrielle installée, en gros les usines et les lignes de production, du niveau de performance de la filière, constructeurs, équipementiers, fournisseurs, sous-traitants, etc. Je peux dire que l'Iran avait le potentiel pour alimenter le marché régional du Middle East, c'est-à-dire un marché de 300 millions d'habitants qui sont encore faiblement équipés de véhicules économiques. La question que je me permets de poser, c'est quelle est la situation en 2022 ? Et je crois qu'on va passer la parole à Reza Azmoudeh. Alors, il y a des photos qu'on fait défiler. D'accord. Monsieur Azmoudeh, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très, très bien. Parfait, parfait. Je vais commencer par donner quelques éléments de contexte. Avant tout, les sanctions qui ont été mises en place au second semestre 2018 par les États-Unis, comme suite à leur retrait de l'accord nucléaire, intervenaient à peine 3 ans après la fin du précédent train de sanctions qui a ciblé l'Iran entre les années 2012 et 2015. Ce qui veut dire que le secteur automobile n'a connu que 2 années pleines de non-sanctions durant ces 10 dernières années. Il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre un petit peu la situation d'aujourd'hui. Il s'agit des années 2016 et 2017 que je propose de prendre comme référence pour évaluer la performance du secteur automobile durant les 3 dernières années de sanctions. En 2016, première année pleine après l'accord nucléaire, la production de véhicules passagers a été d'1 200 000 véhicules. L'année suivante, en 2017, il s'est produit 1,5 million de véhicules passagers. Et 1,5 million de véhicules est considéré comme la vitesse de croisière de cette industrie. Didier nous a rappelé que nous avions connu un record à 1,7 million de véhicules. Il est assez remarquable de noter que seulement 2 années, à la 2e année après l'accord nucléaire de 2015, où nous avions déjà atteint un record d'1,5 million de véhicules. L'impact des sanctions automobiles qui sont entrées en vigueur en août 2018 a été immédiat et assez foudroyant. Une baisse de 27% a été enregistrée dès l'année 2018, alors que seul le second semestre a connu les sanctions. Et la baisse s'est poursuivie sur la même pente en 2019 pour atteindre un plancher de 810 000 véhicules. Autrement dit, la production de véhicules a connu à la fin 2019 une baisse de 45% par rapport à 2017, qui est la dernière année de non-sanction à ce jour. À ce moment, je parle donc de l'année 2019, un scénario catastrophe d'effondrement de l'industrie ou de son implosion d'ailleurs était envisagé par tous les observateurs. Et il n'en fut rien. Les 800 000 véhicules dont j'ai fait référence en 2019 se sont avérés en fait comme le niveau plancher de cette industrie dont on annonçait la mort imminente. Un niveau plancher sur lequel la production s'est appuyée pour rebondir. Et dès l'année suivante, l'année 2020, la production est repartie à la hausse, une hausse de plus de 16%. La production s'est stabilisée à 950 000 véhicules en 2021, qui vient de s'achever,
juste en dessous de la barre symbolique du million de véhicules. En d'autres termes, en 3 ans et demi de sanctions, la production automobile n'a connu que 18 mois de baisse avant de repartir à la hausse et de trouver son équilibre ces 2 dernières années à un niveau de production d'1 million de véhicules par an. Ce résultat que je qualifie d'inattendu et qui en a surpris plus d'un appelle 3 commentaires. D'abord, et avant tout, la baisse de la production enregistrée en 2018 et 2019 a été moindre que celle que nous avons connue durant le premier train de sanctions des années 2012 à 2015. Cela signifie que le secteur automobile a appris à mieux résister aux sanctions, à être moins vulnérable. Il est symptomatique que les constructeurs iraniens prévoient de retrouver le niveau d'1,5 million de véhicules dès l'année 2024, que les sanctions soient levées ou pas levées, je le souligne. Ensuite, il convient de souligner que le million de véhicules produits par cette industrie en temps de sanctions a lieu en absence de tout partenariat, en absence de toute assistance étrangère. Cette performance a lieu sous la maîtrise entière des Iraniens. Dès 2018, tous les constructeurs étrangers ont cessé leurs opérations avec leurs partenaires iraniens, sans exception, comme un seul homme. Et ce n'est que tout récemment que quelques nouveaux projets ont été annoncés en relation avec certains constructeurs chinois. Leur production représente moins de 5% de la production totale. Et enfin, il faut souligner que non seulement la production a été maintenue à un niveau élevé, mais l'offre de produits a été augmentée et même diversifiée. Les 2 constructeurs iraniens, ICO et Saipa, ont su mener à bout, pendant les sanctions, des projets de développement de nouveaux produits qui avaient été mis en place avant les sanctions. Et ils ont même réussi, dans une certaine mesure, à renouveler leur catalogue en mettant fin à la production de certains des véhicules les plus vétustes comme la Pride ou la 405. Je le dis dans la conclusion de cette section avec une certaine ironie, mais les sanctions ont créé un écosystème propice à l'atteinte de l'objectif idéologique d'autosuffisance. Objectif qui est assigné à l'industrie automobile depuis le début de la décennie 90, mais qui n'avait jamais été atteint jusqu'aux sanctions. Avant les sanctions, l'autosuffisance était considérée par les dirigeants de l'industrie comme un slogan utopique, non adapté aux réalités industrielles de notre époque. Force est de constater que les sanctions ont servi à permettre que l'utopie devienne réalité. Les victoires politiques, et je considère que c'en est une, on le sait, ont en général aussi un coût élevé. Et celle-ci n'échappe pas à la règle. D'abord et avant tout, les sanctions ont conduit à un renchérissement vertigineux du prix de l'automobile en Iran. Les prix ont augmenté de 5 à 10 fois selon les modèles, disons 7 fois en moyenne. Cela signifie une inflation de plus de 800% en 3 ans. Si on estime le coût d'acquisition d'un véhicule en nombre d'années de travail nécessaires à un employé touchant le salaire moyen, eh bien, le véhicule iranien est assurément l'un des plus chers au monde. Je vais vous donner un exemple, la Saina de Saipa, qui est le véhicule d'entrée de marché, équivaut à 40 fois le SMIC. 40 fois le SMIC brut en France équivaut à 63 000 €. Pour saisir la difficulté d'un Iranien d'acquérir un véhicule, je vous invite à imaginer que le véhicule le moins cher du marché français coûterait 63 000 € au lieu de, disons, 9 000 €. La SUV chinoise la moins chère du marché représente 150 fois le SMIC local. Le prix de la majorité des véhicules chinois lancés actuellement représente plus de 200 fois le SMIC, soit plus de 15 ans de travail d'un salaire ouvrier. À ces niveaux de prix, on est loin et vraiment très loin de connaître une soi-disant invasion du marché par les véhicules chinois. Autre conséquence des sanctions et non des moindres, la sécurité des véhicules est l'un des points noirs de la performance des constructeurs iraniens.
À parc automobile équivalent, l'Iran compte 4,5 fois plus de décès sur les routes qu'un pays de la même taille comme la Turquie. Selon les rapports de la police, la défaillance technique des véhicules figure en tête des causes d'accidents mortels. On le sait, l'hécatombe sur les routes ne date pas des sanctions, mais elles ont contribué assurément à l'aggraver. C'est l'expérience vécue de tous les conducteurs qui en témoignent. Troisième conséquence de l'autosuffisance, l'insatisfaction des clients de la mauvaise qualité de leur véhicule, payés au prix fort, des services après-vente défaillants et déficients, des délais de livraison qui dépassent parfois l'année, est si grande que l'automobile est devenue le sujet central de l'actualité économique. Si on se réfère à la place occupée par l'actualité automobile au sein des médias, l'automobile fait partie des 3 plus grandes préoccupations des Iraniens avec le chômage et l'inflation. Cette insatisfaction généralisée des clients est devenue la preuve de la mauvaise gestion de l'économie de tous les gouvernements qui se sont succédés ces 10 dernières années. Donc, les usagers de l'automobile ont supporté un coût humain et financier très élevé du fait de l'isolement des constructeurs iraniens du reste du monde. Et ils continueront encore longtemps à payer le prix de la non-compétitivité en termes de coûts, qualité et de délai de livraison. Et il s'agit là sans doute du revers de la médaille de l'autosuffisance qui est décernée aux dirigeants industriels. On vient de le dire, cette industrie a su maintenir sa production pendant 4 années dans des conditions financières et commerciales désastreuses, alors qu'elle a été totalement isolée du reste du monde. Comment cela a pu arriver? Le secret de cette résilience tient selon moi à plusieurs facteurs dont je voudrais ici souligner simplement 2 d'entre eux qui ne sont pas souvent relevés. Le premier fait appel à la notion de profondeur stratégique qui est chère aux militaires. Cette notion, lorsqu'elle est appliquée au secteur automobile iranien, fait référence à la capacité du marché automobile d'être à la fois un marché de produits de consommation, la voiture, et un marché de produits financiers en même temps. Par un phénomène peut-être unique au monde, l'automobile est devenue, par tant de sanctions, le produit refuge de l'épargne populaire. Durant ces 3 dernières années, en pleine crise financière, le marché automobile a absorbé des milliards de dollars, et j'ose même dire quelques dizaines de milliards de dollars, dans le cadre des opérations de prévente auxquelles ont participé non pas les clients souhaitant acquérir un véhicule, mais les épargnants souhaitant mettre leur pactole à l'abri d'une inflation galopante. Ainsi, le mécontentement général des usagers de l'automobile a coïncidé paradoxalement avec une confiance aveugle des épargnants, qui sont souvent les mêmes que les usagers, et qui ont massivement apporté leurs économies aux constructeurs pour acquérir des véhicules et les revendre à neuf quelques mois plus tard avec des marges de 50 à 80%, voire plus. Cette capacité insoupçonnée et mal cernée des constructeurs iraniens de se financer en captant massivement l'épargne populaire est ce que j'appelle la profondeur stratégique du marché iranien de l'automobile partant de sanctions. Le second facteur que je voudrais souligner dans la question de la résilience et qui a permis à cette industrie de résister dans le contexte catastrophique des 4 dernières années provient de la qualité des managers intermédiaires dont bénéficie cette industrie. Aguerris et trempés par des années de gestion de crise, les ingénieurs et les managers opérationnels de l'automobile déploient au quotidien une certaine ingéniosité et une dextérité certaine pour trouver toutes sortes de solutions techniques, commerciales, financières aux défis que leur posent les sanctions et la crise financière.
L'industrie iranienne tout entière, ses infrastructures, les sites de production, les systèmes, les réseaux automobiles, sont tous animés par des hommes et des femmes qui, loin de baisser les bras devant les difficultés, ont l'assurance qu'il y a une solution à tout problème, une parade à tout obstacle. L'enseignement à tirer est qu'on peut entraver la circulation des produits et même des individus par des mesures coercitives, mais qu'une industrie peut continuer de fonctionner en vase clos lorsque le savoir-faire industriel lui a été acquis. Et c'est le cas aujourd'hui en Iran. Nul ne sera surpris à Téhéran si les sanctions laissaient leur place prochainement à un nouveau dispositif qui serait accordé par les diplomates à Vienne. Mais cette perspective, tenue quasiment pour acquise, soulève des sentiments mitigés parmi les dirigeants de l'automobile. D'abord et avant tout, un sentiment d'inquiétude que les projets mis en place pendant les sanctions soient avortés. Ces projets ont leur raison d'être dans ce qui est communément appelé l'économie de résistance. Les industriels qui ont investi dans ces projets craignent qu'au lendemain de la levée des sanctions, leurs ressources dans les projets des années de sanctions soient abandonnées au profit de nouveaux projets qui privilégieraient l'importation de pièces et composants plus compétitifs. La seconde interrogation porte sur la robustesse des éventuels partenariats qui découleraient d'une levée des sanctions. On le sait aujourd'hui en Iran d'expérience que les partenaires étrangers suspendront de nouveau leurs opérations dès le prochain coup de tonnerre. Et ce sont les industriels locaux qui resteront encore une fois seuls à bord de projets dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Enfin, les industriels iraniens sont financièrement très affaiblis aujourd'hui par les années de sanctions et n'ont pas les ressources suffisantes pour investir à leur rang dans de nouveaux projets. Ils ont besoin de temps et de croissance économique pour se refaire une santé financière, un temps que l'on peut estimer en années. C'est pourquoi, alors que les sanctions ne sont pas encore levées, certains dirigeants s'érigent déjà en gardiens du temple de l'autosuffisance pour revendiquer les acquis des années de sanctions, et mettent en garde contre la tentation d'ouvrir le marché aux acteurs globaux. On voit s'esquisser une convergence d'intérêts entre les défenseurs en Iran d'une politique protectionniste qui considère le marché comme un sanctuaire à préserver de l'influence maléfique des étrangers, et ceux en outre-Atlantique ou ailleurs qui défendent la politique de l'endiguement ou du confinement comme un moyen plus efficace que les sanctions pour affaiblir l'économie et l'industrie de ce pays. L'un et l'autre ont pour objectif de durcir les conditions du business avec l'Iran au lendemain de la levée des sanctions, afin que le risque pays apparaisse aux yeux des entreprises plus fort que les opportunités du marché. L'économie iranienne a été bouleversée par la décennie de sanctions qu'elle vient de traverser. Aucune des caractéristiques que nous avions coutume de lui attribuer par le passé ne tient plus la route. Sa démographie, ses ressources énergétiques, les fondamentaux de son économie, sa structure socio-professionnelle, tous les paramètres, absolument tous, ont été bousculés, bouleversés et se trouvent en cours de transformation à grande vitesse. Ce bouleversement appelle aussi une révision profonde des stratégies industrielles et commerciales, pour la simple et bonne raison que les conditions économiques du pays ne sont plus celles que l'on a expérimentées dans la décennie précédente. Et le marché automobile également attend la fin des sanctions pour lancer des chantiers qui bouleverseront prochainement et sa structure et son organisation actuelle. Par ailleurs, les besoins des usagers pour le produit automobile est en rupture avec ceux connus par le passé. Ces besoins en mobilité ne s'apparentent plus beaucoup à ceux des marchés pétroliers du Moyen-Orient. Ils s'approchent de plus en plus des besoins que l'on connaît sur les marchés du subcontinent indien ou de l'Asie du Sud. Et enfin et surtout, je vais terminer là-dessus, la troisième génération des experts et des managers de cette industrie
a émergé pendant les sanctions. Elle constitue aujourd'hui l'actif le plus précieux de cette industrie. Nous assistons à la montée en puissance de jeunes managers qui ont soif de participer dès la levée des sanctions au projet pour renouveler le parc actuel de 24 millions de véhicules dont la technologie remonte à 2 décennies quand ce n'est pas plus. Ce capital humain est un game changer aujourd'hui. Une nouvelle donne consisterait à employer les ressources en ingénierie de l'industrie iranienne dès la phase de développement produit de projet, qui de toute façon ne peuvent plus être programmés en Europe en raison de la rupture technologique qui découle de l'électrification. L'industrie iranienne a les ressources et les talents pour se positionner comme le bureau d'études des projets internationaux qui, dans la course effrénée à l'électrification, n'ont plus leur place dans les départements R&D des acteurs globaux. Pour tous ces motifs, un regard nouveau est nécessaire pour envisager le futur en Iran. C'est ma phrase de conclusion. Merci infiniment pour cette intervention vraiment plus qu'intéressante. Merci mille fois, cher M. Azmoudeh. Maintenant, si vous êtes d'accord, donnons la parole à Maître Baki Manej qui va apporter cette sorte de, on va dire, d'analyse géopolitique qui est nécessaire pour comprendre ce qui attend l'industrie iranienne au sens général, mais bien évidemment surtout l'industrie automobile qui ce soir nous intéresse particulièrement et qui est quand même caractéristique des potentiels iraniens. Cher maître. Merci beaucoup, merci. Voilà, la caméra fonctionne. Merci beaucoup. Après cette brillante intervention, vous aurez compris, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je peux dire ou écrire, pourquoi je suis tant contre les sanctions. Et au-delà de l'Iran, des sanctions généralisées contre un pays. Je vis entre Paris, Beyrouth et Téhéran. Et il est vrai que je vois, notamment en Syrie également, le drame que ces sanctions, la plupart américaines, lorsqu'elles sont généralisées et appuient aveuglément sur tous les secteurs industriels, économiques d'un pays, ce que ça peut créer comme drame. M. Azmoudeh l'a précisé, nous a donné des chiffres hallucinants. 40 ans de SMIC, si j'ai bien compris, pour acheter une voiture low cost en Iran. Des accidents, première cause donc, de mortalité sur la route, ce sont les défaillances techniques des voitures. Malheureusement, j'étais à Téhéran lorsque nous avons eu une dernière épisode avec un carambolage d'une plus de dizaine de voitures dans la région de Behr-Baron, dans le sud de l'Iran, avec malheureusement des dizaines de morts, essentiellement parce que les airbags ne se sont pas enclenchés. Donc voilà pourquoi, au-delà de toute considération politique, j'ai toujours été, je resterai un fervent détracteur des sanctions généralisées américaines. Et je voudrais également sauter sur les précisions de M. Azmoudeh pour finalement dire, alors, deal or no deal? À quoi faut-il s'attendre? J'ai bien sûr envie de voir la fin de ces sanctions, mais il est vrai que plus de 20 ans d'expérience de négociation, de travail pour des entreprises internationales, étrangères et surtout européennes et françaises en Iran, face à nos amis iraniens, me pousse toujours à beaucoup de retenue dans mes élans d'optimisme. Donc, attendons de voir. Tant que ce deal n'est pas signé, on aura du mal à crier en France « Cocorico ». Et donc, voilà, je voudrais aujourd'hui vous parler de deux possibilités très simples. Allons-nous avoir un deal? Quid si c'est non et quid si c'est oui?
Dans le premier cas, si nous n'avons pas de deal. Premièrement, malgré ma réserve, je pense sincèrement que nous aurons un deal. Pourquoi? Parce que politiquement, aussi bien les démocrates que le gouvernement Raïssi et tous les conservateurs qui sont aujourd'hui derrière lui, je vous rappelle que pour la première fois depuis longtemps, tous les appareils d'État sont entre les mains des conservateurs en Iran. Donc, politiquement, c'est très important aujourd'hui, puisque le candidat Raïssi a basé toute sa campagne électorale et récolté les fruits par cette victoire à la présidence iranienne en critiquant une seule chose, pas les sanctions ou le collapse du JCPOA, mais les résultats catastrophiques économiques en Iran, donc que le gouvernement, les deux présidences Rouhani n'ont pas pu délivrer ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire une prospérité économique aux Iraniens. Donc, il est très important pour le gouvernement Raïssi d'arriver à atteindre cet objectif, même si beaucoup, et M. Azmoudeh l'a dit, et c'est vrai que c'est une doctrine politique très importante en Iran, parle depuis des années d'économie de résistance, nous voyons à travers les chiffres, à travers les détails, les limites de cette économie de résistance qui coûte très, très, très cher. Donc, malgré les mots, malgré les discours, politiquement, le gouvernement Raïssi a besoin de trouver un deal avec les Américains. Pour les Américains, c'est très simple. Au-delà de la question nucléaire, bien sûr, qui reste centrale et importante, il y a une vraie doctrine depuis une quinzaine d'années chez les démocrates, portée tout d'abord par le président Obama et aujourd'hui différemment, avec moins d'énergie et de fougue, mais également par Biden et son administration, qui est de replacer l'Iran au centre de l'échiquier politique, disons, régional. Il ne s'agit pas de donner les pleins pouvoirs, loin s'en faut. Il s'agit tout simplement de rééquilibrer et de pousser l'Iran à des concessions afin de pouvoir revenir dans la communauté internationale et ne plus être banni comme l'Iran l'est depuis trop longtemps. Donc, politiquement, c'est un élément important. Nous avons vu le fiasco en Afghanistan, nous voyons les difficultés en Irak, nous voyons la présence massive américaine dans tout le Golfe et on sent cette volonté de vouloir petit à petit se désengager et laisser les acteurs régionaux se prendre un tout petit peu en main et surtout se responsabiliser dans la gestion des questions géostratégiques de la région. Alors voilà pourquoi je suis plutôt optimiste malgré tout pour le deal. Mais que se passerait-il pour l'industrie automobile, mais aussi pour les autres industries en Iran et pour l'économie iranienne en général, si nous n'avions pas de deal? Eh bien, il est évident qu'il faudra se concentrer tout d'abord sur les secteurs qui ne sont pas sous sanction. On le sait rapidement, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet du soir, mais nous avons les secteurs que les Américains appellent agri-med, qu'on pourrait qualifier d'humanitaire, dans lequel on retrouve l'agroalimentaire, le pharmaceutique et la plupart de ce qui pourrait être médical. C'est d'autant plus intéressant, s'il n'y a pas de deal, de continuer à creuser ces secteurs-là, qu'il y a aujourd'hui de vraies solutions bancaires qui sont établies à travers de vrais réseaux de banques qui travaillent tout à fait officiellement avec l'Iran. Ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est aussi important à retenir pour nous tous ce soir, parce que
Si deal il y a dans quelques jours, dans quelques semaines, eh bien, il est fort probable que ce deal comptera des levées de sanctions progressives, le temps que l'Iran également se mette en conformité avec ses obligations post-retrait Trump. Ça peut prendre quelques mois, peut-être une année. Donc, il va y avoir des secteurs qui vont sortir petit à petit, dont l'automobile, qui était le premier en août 2018 à rentrer dans les sanctions, qui pourrait être un des premiers, parce que même les Américains y ont intérêt, on va le voir tout à l'heure, à sortir donc des trains des sanctions américaines. Dans ce cas-là, les solutions bancaires qui sont aujourd'hui proposées par quelques rares banques, on a la chance de travailler avec, eh bien, ces banques-là pourront inclure les transactions de ces secteurs dans leur train d'activité avec l'Iran. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Si nous n'avons pas de deal, juste pour terminer là-dessus, il est clair que l'Iran continuera, pour revenir sur le sujet du soir, dans le secteur automobile, à se débrouiller pour maintenir une très belle industrie automobile, mais avec les coûts qui ont été parfaitement et judicieusement soulignés par M. Azmoud. Alors, c'était un petit peu la pointe, je dirais, pessimiste du soir. Quid s'il y a un deal? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup, j'en fais partie, même si j'essaye de cacher mon optimisme. On semble, notamment aux dernières nouvelles des 24-48 heures, et les décisions de Joe Biden de sortir certains secteurs sensibles immédiatement du train des sanctions américaines, avant même qu'il y ait un accord, ça, c'est vrai que ça commence à quand même sentir un prémisse d'accord entre les chancelleries et qu'une annonce pourrait peut-être être faite bientôt. En ce qui me concerne, vivant en Iran et spécialiste de l'Iran, j'insiste, je ne suis pas spécialiste de l'Érythrée, de la Mongolie ou du Zimbabwe, je suis spécialiste que de l'Iran, j'ai déjà beaucoup à faire avec ça. Il est très important de voir que ça sent comme un signe des Américains afin de permettre aux Iraniens de sortir la tête haute. C'est très, très, très important pour les Iraniens, et surtout pour le gouvernement actuel, de sortir la tête haute en disant « Vous voyez, nous avons obtenu le retrait des sanctions en premier. » Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une réalité du terrain que je vous reporte là. Donc, voilà pourquoi je pense qu'on est en train d'aller vers un deal. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce deal? Je voudrais tout de suite, pour ceux qui me suivent un peu et qui échangent avec moi, connaissent un petit peu ma position sévère vis-à-vis de la France, et ça me pèse, ça me porte en tant qu'élu des Français de l'étranger par ailleurs, de voir que sur le terrain, il est clair qu'aujourd'hui, la France a de nouveau très mauvaise presse. Et que je pense que les grands perdants d'un nouvel accord qui est en train de se dessiner, ce seront malheureusement les industriels français. Pourquoi? Parce que nous avons pris des positions extrêmement clivantes dans les discussions, les positions qui existent entre les Iraniens d'un côté et les pays arabes du Golfe Persique de l'autre, et que c'est vrai que alors certes, nous avons perdu, vous le rappelez tous, 60 milliards de contrats de sous-marins avec les Australiens grâce à nos amis anglo-américains, mais c'est vrai qu'on a, comme par magie 2 mois après, gagné un contrat de 15 milliards pour 80 avions, et cocorico, c'est très très bien. Donc on peut faire des affaires avec nos amis arabes du Golfe Persique, c'est très très bien, mais c'est dommage que ça se fasse au détriment d'un pays et d'une économie
qui peut représenter en vitesse constante, hors sanction et remise en place des circuits bancaires, peut représenter de 3 à 5 milliards d'euros d'exportation pour les entreprises françaises par an. Ce que l'Arabie saoudite, les Émirats et Qatar réunis ne représenteront jamais pour les PME, PMI, ETI françaises. Aujourd'hui, l'Iran, certains spécialistes prenaient les chiffres de 2012-2013, qui était une excellente année, et parlaient, oui, la France a fait maximum 2 milliards et quelques d'exportation en Iran. Oui, mais les sanctions existaient déjà. Je vous rappelle qu'en 2012, 2013, 2008, peu importe, les sanctions existaient déjà. Il y avait déjà des problèmes bancaires énormes et que énormément d'activités commerciales entre l'Europe, la France et l'Iran passaient par des pays tiers. La Turquie, bien sûr, Dubaï, la Chine. Donc, si vous prenez tous les chiffres réunis de cette économie indirecte entre la France, l'Europe et l'Iran, je peux vous assurer qu'en vitesse constante, sans sanction, avec des relations saines entre l'Iran et l'Europe, on atteindra sans problème les chiffres que je vous ai annoncés. Donc, je suis un peu désabusé, un peu pas content de ce qui s'est passé, mais je ne suis que simple conseil et un tout petit élu de proximité. Mais il est vrai que les entreprises françaises, quand vous discutez avec les officiels à Téhéran, avec des gens qui sont dans des entreprises publiques, il est clair que nous ne verrons pas la valse qui a eu lieu en 2016 dans les palais présidentiels européens, et surtout en France, pour signer des contrats aéroport de Paris, Vinci Aéroport, Bouygues et compagnie. C'est évident qu'ils aient envie de venir ou pas, ça va être très problématique. Partout où les autorités publiques auront leur mot à dire, il y aura une compétition acharnée entre entreprises étrangères, on va le voir tout à l'heure, chinoises, russes, voire américaines, et allemandes, autrichiennes, italiennes, belges, qui sont restées beaucoup plus mesurées dans leur approche des problèmes du Moyen-Orient, et l'Iran. Là, pour revenir sur un point très positif, c'est que cela ne concernera pas forcément le secteur privé. C'est-à-dire que la marque Made in France, le savoir-faire, l'expertise et tout ce que ça peut représenter, l'art de vivre à la française, continuera à être extrêmement vendeur en Iran. Pourquoi ? Parce que ce marché de 90 millions d'habitants, avec une population, on le sait, on le répète depuis des années, mais j'aime bien le répéter ce soir, une population à 65-70% entre 30 et 35 ans, avide de consommation à l'occidentale, ouvert à la culture occidentale, fier de ses origines, fier de ses traditions persanes, mais ouvert comme personne d'autre dans la région à l'art de vivre à l'européenne, à l'occidentale et surtout à la française, je peux vous assurer que nos PME, PMI, ETI, dans tous les secteurs, auront leur mot à dire, surtout envers le secteur privé. Secteur privé, alors on ne l'a pas souligné, ni Didier Hedin, ni Reza Zmden l'ont souligné, qui, à mon avis, va, avec la levée des sanctions, va se développer de plus en plus. Aujourd'hui, en tout cas avant les sanctions Trump, nous parlions d'une économie à peu près 70% étatique ou semi-étatique et 30% de privé. Eh bien, cette tendance peut s'inverser avec l'ouverture vers l'Occident, vers l'international
vers les hommes d'affaires, les sociétés internationales et occidentales. Donc ça, c'est très important. L'autre élément qu'il faudra regarder et il faudra tenir compte, c'est que les discussions qui sont en train d'être menées actuellement et la volonté, parce que je trouve qu'en France et en Occident en général, on n'a pas assez souligné la bombe atomique qui a été lancée quand même par le ministère des Affaires étrangères iranienne, pour faire un très mauvais jeu de mots, pardon. Je pense que ça n'a pas été suffisamment relayé par nos diplomates, nos politiques et nos journalistes. Est-ce que vous vous imaginez qu'après des décennies de haine viscérale, le ministère des Affaires étrangères a dit que s'il était nécessaire, ils étaient prêts, qu'il n'y avait aucun tabou pour discuter directement avec les Américains. Je trouve que ça s'est passé un tout petit peu trop sous silence. Bien sûr, ça a été repris ici et là, mais c'est une position, un changement presque de dogme assez notable. Et c'est en cela qu'on peut peut-être être un petit peu plus optimiste pour l'avenir. Voilà, rapidement, pour vous dire également, parce qu'apparemment on me fait signe, j'ai été comme toujours trop long, le fameux virage à l'est on va dire du gouvernement Raïssi, ou en tout cas de l'Iran aujourd'hui, ne peut par ailleurs être possible que si l'Iran sort des sanctions et rétablit les réseaux bancaires traditionnels. C'est quelque chose que les Chinois et les Russes ont vraiment précisé aux Iraniens. Il faut absolument. Donc voilà, je dirais que tous les éléments sont là en principe pour pouvoir sortir de cette crise et donc aller vers un deal. Désolé, ma conclusion sera juste en quelques mots, une conclusion personnelle. C'est vrai que, encore une fois, dans le cadre des échanges que j'ai avec des chercheurs, des universitaires, des simples citoyens qui parfois m'interrogent sur les réseaux sociaux ou directement sur mes positions politiques. Il ne s'agit pas de position politique. Je n'ai pas d'interaction ni de quelque pouvoir que ce soit. Mes analyses, mes écrits, mes paroles ne se basent que sur la réalité actuelle. Il se trouve que je travaille en 2022. Eh bien, actuellement, en Iran, il y a le gouvernement de la République islamique d'Iran. Et à partir de là, j'essaye d'analyser, j'essaye de comprendre et j'essaye de transmettre ces éléments importants que sont le regard sur le terrain de ce que les sanctions peuvent faire, de ce que ce pays et sa population est en train de souffrir. On l'a tous vu, on le sait tous, les sanctions généralisées appauvrissent les populations locales, alors que leur but premier est d'affaiblir les régimes qui sont visés. Est-ce que Cuba, après 70 ans, plus de 70 ans, a pu changer de régime et aller vers ce que les Américains appellent leur démocratie? Non. Pareil pour d'autres pays. Donc voilà, s'il vous plaît, les analyses qu'on peut faire, les choses qu'on peut dire, je sais que ça peut déplaire à certains, notamment des opposants, qui souhaiteraient qu'on dise que du mal. Malheureusement, comme M. Azmoudeh l'a souligné, comme Didier Hédin l'a souligné également auparavant, il y a des réalités qu'il faut préciser. Il y a une industrie. L'Iran est très industrialisé par rapport à ses pays voisins, alors que sous régime de sanctions depuis des décennies. Alors, à quel coût? Effectivement. Mais voilà, on ne peut pas, il faut être objectif. Donc voilà, merci beaucoup, désolé d'avoir été long. Et je pense qu'il va y avoir une conclusion et peut-être une séance de questions-réponses. Je serai à votre disposition.
Oui, donc, pardon. Donc, voilà, on a maintenant un invité surprise. Et ben, je laisse Monsieur Eden de présenter notre invité surprise. Avec plaisir, parce que c'est quelqu'un, j'ai animé pendant très longtemps ce qu'on appelait le Club Iran à la FIEF, qui est la Fédération des équipements du véhicule en France, qui est une fédération, un syndicat professionnel. Et dans les années 2000, cette fédération avait un délégué général qui s'appelle Jacques Monnet, que j'ai eu le très grand plaisir de contaminer et d'emmener en Iran à différentes reprises. Et je crois pouvoir dire que Jacques est un petit peu tombé dans le... je vois que son image s'affiche. Donc Jacques est devenu passionné par ce pays et je voudrais qu'il témoigne un petit peu et qu'il... Et juste, pardon, juste avant l'intervention de Monsieur Monet, donc par rapport à la séance de questions-réponses, comme on manque un peu de temps, et si vous pouvez avoir la gentillesse de nous écrire tous vos messages par chat, comme ça on va pouvoir regrouper, répondre un par un à toutes les questions. Donc, dès maintenant, je vous invite à mettre sur la discussion, sur le chat, vos questions. Comme ça, on pourra répondre à toutes les questions. Pardonnez-moi. Donc, on va laisser le micro à Jacques pour qu'il nous fasse sa conclusion de ce qu'il a entendu aujourd'hui, de ce qu'il connaît, parce que je sais qu'il reste passionné par l'Iran. On a de temps en temps des échanges très agréables toujours. Donc, Jacques, Merci. à toi la Merci, parole. merci Didier de cette belle introduction. Je salue Reza Azboudeh qui a été mon professeur S-Iran, si j'ose dire, avec toi Didier. Quel grand plaisir j'ai eu à vous entendre et à vous suivre en Iran. Alors, je voudrais simplement dire que je suis impressionné par les trois interventions et que la mienne me semble bien modeste vis-à-vis de tout ça. Je rappelle que que j'ai terminé de travailler pour la fédération il y a maintenant presque 10 ans. Je suis un septuagénaire maintenant, mais encore très actif dans un certain nombre de domaines. Les éléments, moi, le mot que j'ai le plus entendu ce soir, qui m'a le plus frappé ce soir, c'est le mot résilience. Je vais commencer par deux ou trois petites anecdotes qui rentrent en résonance avec ce que j'ai entendu ce soir. La première petite anecdote, c'est que j'étais avant d'être à la fédération, j'avais passé 20 ans chez Valeo et 10 ans chez TRW. Pas tout à fait, enfin bon, quelques bonnes années chez TRW, qui était un groupe américain. Et en 1997, dans ma division France, où on faisait de la connectique de planches de bord, vous savez, simplement des commutateurs de planches de bord, produits hautement technologiques, vous en conviendrez, j'avais été convoqué au département d'État à Washington parce que je faisais du transfert de technologie vers l'Iran. Et inutile de vous dire que je les ai cueillis, non pas à froid, mais à chaud, parce que je trouvais scandaleux qu'on cherche à étrangler le développement d'une industrie automobile dans votre beau pays. La deuxième chose que je voudrais dire comme anecdote, c'est que grâce à Didier Hédin et Reza Azmoudeh, j'ai visité dans les années 2005, entre 2005 et 2010, je ne sais plus dire quand, peut-être 2007, 2008, trois sociétés qui étaient en accord technologique avec Valeo, Faurecia et Plastic Omnium. Et j'ai reconnu un nom ou deux d'ailleurs, Gert Benstedt, voilà, où on a sévi ensemble chez Valeo et travaillé ensemble sur des sujets Plastic Omnium. Dans les trois sociétés en question qui étaient associées à Valeo, Faurecia et Plastic Omnium en Iran, j'avais rencontré trois directeurs de la qualité qui étaient des directrices de la qualité trentenaires. Ce qui m'avait dit dans les années 2000 que la formation et la tonicité de la parité homme-femme en Iran étaient toujours très présentes. Le troisième petite anecdote, c'est une mise en garde un petit peu par rapport à ce que vous avez dit de la technologie, de la qualité et de la capacité non seulement de la production, mais également du réseau d'accompagner l'évolution technologique des véhicules.
dans un avion qui m'emmenait vers Téhéran dans les années 2000, je ne sais plus quand, au moment où a démarré la production de la 2006, nouvelle donne. Peut-être que nos amis pourraient m'aider à dater ça. J'étais dans l'avion avec le patron de Peugeot, responsable de la prévente. Et il se trouve que j'étais dans l'avion en partant vers Téhéran et dans l'avion en rentrant de Téhéran 8 jours plus tard. Et donc, on a beaucoup discuté et il m'a dit je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il dit, j'ai livré une cinquantaine de valises de diagnostic pour la 206 parce que l'Iran a absolument voulu sauter aux véhicules à haut contenu électronique. Et bien sûr, il faut éduquer le réseau. Et 8 jours plus tard, il était très déçu parce que sur la cinquantaine de valises qu'il avait livrées, il n'y en avait que 20 qui étaient opérationnelles et une trentaine qui étaient restées dans le fond d'un tiroir. Donc, je crois qu'il faut que le réseau suive l'industriel. Il faut que le réseau soit compétent. Et j'ai eu le sentiment de cette anecdote, mais également d'autres discussions, que ce n'était pas toujours le cas. Autre chose qui va… Alors, maintenant, d'une manière moins anecdotique et plus fondamentale. J'ai entendu dans la bouche de Vasim Manèche, pardon, excusez-moi si je prononce mal votre nom, Manèche, j'ai entendu parler de ETI. J'ai entendu dans la bouche de Didier Hédin parler de filière. J'ai entendu dans la bouche de Reza Azmoudeh parler de la compétence des personnels et en particulier de la compétence des personnels donc trentenaires, quadragénaires, ce qui est entré en résonance avec mes anecdotes sur les directrices de la qualité. Je crois que vous avez en effet des générations extrêmement bien formées et je crois que l'autosuffisance s'est un peu trop traduite par une intégration verticale chez les constructeurs. Ça a été dit à la fois par Didier et par Reza. Je crois qu'il faut vraiment que si le potentiel, si l'étau se dessert, il faut vraiment que ça se traduise par le développement d'une filière. Qu'est-ce qu'on entend par filière pour ceux qui sont moins versés dans le vocabulaire, dans notre jargon automobile? C'est que quand un constructeur fabrique un véhicule en Europe occidentale, par exemple, 80% du prix de revient de fabrication vient de fournisseurs extérieurs. Que quand il y a 100 qui sont déplacés dans la filière pour étudier des nouveaux véhicules, il y a les 3/4 qui viennent des équipementiers, voire plus peut-être aujourd'hui, parce que je n'ai pas mis à jour mes statistiques très récemment. Donc, je crois que les constructeurs iraniens ne seront prêts à affronter le redéploiement d'une industrie et de nouveaux modèles que s'ils prennent en main le grandissement et la confiance dans un certain nombre de fournisseurs de rang 1 à N. Et il faut les décliner continuellement. Quelqu'un qui est à 100 ne peut pas parler à quelqu'un qui est à 10. Il faut que quelqu'un qui est à 100 parle à quelqu'un qui est à 50, qui parle à quelqu'un qui est à 10. Parce que le langage que l'on peut, la sollicitation, le challenge études et recherche, le challenge industriel de l'investissement matériel et immatériel, eh bien, il n'est bon que lorsqu'on parle à des gens dimensionnellement pas trop éloignés. Donc, l'effet constructeur, ETI, entreprise de taille intermédiaire, puis PME, PMI, puis fournisseur de matières premières est extrêmement important. Cette déclinaison continue est extrêmement importante. Donc, dans le redéploiement auquel l'Iran, j'espère, se prépare grâce au desserrement de l'étau, j'espère que ceci sera vrai. J'espère aussi que contrairement à… J'ai bien entendu le distinguo entre la France qui a mauvaise presse en Iran, plutôt au plan politique à cause de ses postures dans d'autres pays. J'espère que les industriels sauront le faire. Lorsque j'avais signé des accords à l'époque où Didier m'avait emmené là-bas avec les équipementiers iraniens, c'est quelque chose que beaucoup m'avaient dit. Ils m'avaient dit, parce que moi, bien sûr, un peu ignorant, enfin encore très ignorant du régime, donc voilà, je m'étais dit, j'étais trop frappé par l'influence politique dans ce pays et il m'avait répondu, ne vous inquiétez pas, nous autres les industriels, nous restons des pragmatiques. J'espère donc que l'appel à ce que le secteur privé soit pragmatique
le secteur privé français soit pragmatique, sera entendu. Parce que c'est là que la relation peut se faire. Et si ne serait-ce qu'1 sur 10 des industriels français privés est aussi séduit par votre pays que je l'ai été, ce sera très bien. Je suis, moi, très frappé et très choqué d'entendre le nombre de véhicules. Il y a eu 17 000 morts en Iran, d'après ce que j'ai compris, dans une année récente, en accident de la route, quand on est à 3 000 en France. Je rappelle que c'est un pays de 90 millions d'habitants, que nous, on approche 70, donc il n'y a qu'une différence de l'ordre d'un quart. C'est un drame qu'il faut éviter. La France est venue d'accidentologie qui était horrible il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. On a beaucoup travaillé au retour à l'arrivée à des chiffres plus acceptables. Ces chiffres-là sont, contrairement à ce que nous laissent penser les garants des réductions de vitesse et des contraintes sur les automobilistes, je crois beaucoup que c'est l'industrie qui a généré des véhicules fiables et que ces véhicules fiables, contrôlés continuellement durant leur durée de vie, c'est important, c'est là que la prévente compte aussi, qui ont été à la cause d'un très grand nombre de gains de vie, de vies sauvées. J'ai entendu parler de l'effet Logan. Vous savez que Renault a décidé, c'était une des grandes décisions géniales de Louis Schweitzer, avait décidé de lancer la Logan. Et d'ailleurs, c'était un véhicule qui a eu du mal à être décidé par les processus normaux de décision de l'époque. Donc, ça a été une décision extrêmement audacieuse et qui permet d'avoir un véhicule plus, pas spartiate, mais plus simple et plus susceptible d'être décliné dans une filière en formation et dans un réseau en éducation. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Enfin, j'ai entendu l'âge moyen de l'Iran. L'Iran est un pays très jeune. La mobilité, c'est un des moyens qu'a une population jeune d'accéder à quelque chose de meilleur, à des boulots meilleurs, à une mobilité meilleure. Ça reste un produit extrêmement, extrêmement important qui innerve la société et qui l'épouse et l'accompagne. Donc, je crois qu'il est extrêmement important d'accompagner cela. Et cette population jeune ne peut pas admettre de risquer sa vie dans un véhicule insuffisamment sécurisé et dessiné. Je crois qu'il n'y a que 90 véhicules environ qui roulent pour 1000 habitants en Iran. Aux États-Unis, je vous rappelle que c'est 800 pour 1000 habitants ou 900 pour 1000 habitants. Bon, ce n'est pas un exemple en tant que tel, mais en Europe occidentale de l'Ouest, de l'Ouest, ça fait un peu redondant. En Europe occidentale, on est quelque part aux environs de 400 à 500 par 1000 habitants. Donc, je crois que il y a de la marge de croissance et il me semble que vous devez vous attacher à ce que ces nombres augmentent. Lorsque vous aurez dépassé la période produit refuge de l'épargne populaire. Ça m'a rappelé, c'est amusant parce que j'étais allé en République démocratique d'Allemagne, en DDA, Deutsche Demokratische Republik, à l'ouverture du mur en 1990, 89-90, et j'avais été frappé que l'épargne populaire, n'ayant pas de possibilité de dépenser de l'argent, était énorme par rapport au niveau de vie du pays et au PIB du pays. Et lorsque l'ouverture du mur s'est faite, j'ai vu des trains entiers de véhicules d'occasion partir d'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est. Ça a asséché pendant 2 à 3 ans le marché de l'occasion de l'Allemagne de l'Ouest parce qu'il y a eu une avidité à acquérir un véhicule. Donc, ce produit a bénéficié de l'ouverture des vannes, en quelque sorte. Je crois que tout ceci fait que, donc mes guidelines, ce serait, n'oubliez pas de déployer une filière, parce que c'est ça qui vous donnera un futur robuste. N'oubliez pas de la prévente. Hein.
La filière, c'est ce qu'on appelle l'aval technico-industriel jusqu'à la production du véhicule, hein, l'amont technico-industriel. L'aval, c'est la distribution, le réseau et sa compétence. Voilà. C'est un petit peu les 2 ou 3 grands messages que j'avais envie de vous passer à l'issue de ça. Je rappelle tout de même que lorsque je suis allé la première fois en Iran, il y avait déjà à peu près 1 million de véhicules assemblés par an. Il y avait encore 2 tiers de ces véhicules qui étaient fondés sur des modèles français, la 405, etc. Et c'est quand même bien dommage qu'on en soit aujourd'hui à ce que la France soit pas forcément la bienvenue dans la réouverture et le redéploiement de l'industrie automobile iranienne. Mais c'est un message, il y a quand même, ce que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, l'extraordinaire éloquence de Reza Azmoudeh. J'ai aussi beaucoup senti dans Vas-y Manège, parce qu'il se trouve que j'ai une très très grande proximité avec le Liban. J'ai une belle-fille libanaise, j'ai des amis libanais très nombreux. Et je reconnais bien cette tonicité du Liban dans l'épreuve et cette espèce d'optimisme volontariste. Voilà, donc je suis à peu près sûr que si vous écoutez ce qu'il a à vous dire, ça sera également un garant de progrès. J'ai pas d'autre manière de vous dire bravo pour ce que vous faites, bravo pour la pédagogie que vous déployez. Et si jamais, alors j'avais fait en son temps, il y a une dizaine d'années, des espèces de mapping de la filière et du déploiement de la filière. Mais ça date un peu. Mais si ça intéresse Didier Hédin, je peux lui réacheminer. J'avais fait également un mapping des opportunités de l'industrie automobile mondiale qui faisait justement cette approche par nombre de voitures par millier d'habitants en fonction de l'évolution économique, etc. Ça existe, c'est toujours là, ça date de 2014, c'est un peu daté, mais dans les grandes lignes, si ça intéresse Didier et les gens qui sont intéressés à lui poser des questions, je lui redonnerai volontiers. Voilà. Merci infiniment, cher Monsieur Monet, pour cet éclairage. Vraiment, je vous remercie infiniment. Donc, maintenant, on va avoir 5-10 minutes pour des questions-réponses. D'abord, une question qui a été posée à plusieurs reprises, c'est par rapport à la question des véhicules électriques en Iran. Je ne sais pas si c'est Monsieur Azmoudeh ou Monsieur Hédin. Monsieur Azmoudeh, est-ce que vous souhaitez répondre à cela? Est-ce qu'il y a des projets de voitures électriques en Iran ou est-ce que, bon, je sais que les projets existent, mais est-ce que c'est quelque chose qui a la priorité ou pas? Oui, ces projets existent aussi bien chez ICO que chez Saipan. On trouve même des acteurs du secteur privé qui envisagent des partenariats pour assembler des véhicules électriques. On a même un groupe énergétique de première importance qu'on a coutume d'appeler le Siemens iranien, MAPNA, qui a développé une division de véhicules électriques et a développé des prototypes. Je dirais que est-ce que c'est la priorité ou pas? La vraie différence tient au fait que avec l'Europe, disons, c'est qu'il n'y a pas l'autorité de tutelle, le régulateur n'a pas imposé des quotas ou bien le mix café pour obliger les constructeurs à aller dans ce sens. Les constructeurs ont plutôt une approche de veille. Ils développent, ils ont des projets, ils font ce qu'il faudrait faire lorsqu'on est un constructeur de leur niveau, mais ils ne prioriseront pas tant que l'État n'investit pas dans le développement d'une infrastructure de chargeurs et tant que le régulateur ne leur imposera pas un agenda et un calendrier contraignant. Et les voitures à hydrogène? Non, ça par contre, non. Par contre, on est toujours accroché à nos véhicules GNC et LPG, quoi. Le débat sur les véhicules hybrides gaz-essence est toujours vivant, quoi.
Donc, il y a plusieurs questions par rapport à la question des sanctions extraterritoriales, la question de savoir est-ce que la France peut être complètement libre et indépendant. Enfin, j'ouvre une petite parenthèse, hein, ça c'est un peu mon côté prof de géopolitique. N'oubliez pas, enfin, pour les personnes qui posent la question, s'il faut être il faut être réaliste. Lorsque vous savez qu'au niveau du CAC 40, sur les 40 entreprises les plus importantes de France, et ça c'est la globalisation économique qui le vaut, vous en avez 39 qui sont directement ou indirectement contrôlées par des fonds de pension américains et il n'y a aucune entreprise qui peut s'en passer. Donc après, j'insiste, hein, bon, ça c'est la globalisation, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait une telle influence, oserais-je dire, des lois extraterritoriales américaines, ou si je peux me permettre de donner un autre exemple, prenez le cas de l'une des plus grandes entreprises hôtelières françaises, bon, que je n'aimerais pas, mais cette entreprise, ils ont à peu près 1000 hôtels aux États-Unis. Donc, bon, après, il y a un moment où vous faites le pour et le contre. Moi, j'aimerais que cette entreprise se développe en Iran en dépit des sanctions américaines, mais qu'est-ce quelques centaines de projets d'hôtels en Iran par rapport à 1000 hôtels qui fonctionnent. Donc, vous voyez, ce sont des choses, il faut être réaliste à un moment donné. Par contre, il y a pas mal de questions pour vous, cher maître, par rapport, déjà, si les Américains entrent et qu'ils sortent néanmoins de l'accord nucléaire, qu'est-ce qui va se passer? Et deuxièmement, la question qui a été posée, apparemment, ce que les Américains proposeraient, d'après l'une des questions, c'est la venue de leurs entreprises pour que leurs entreprises, après, bloquent l'éventuelle sortie une nouvelle fois des États-Unis de l'accord nucléaire. Qu'en pensez-vous? Si vous pouvez seulement le dire en quelques mots, parce qu'on a largement dépassé le temps. Oui, c'est effectivement un élément très important qui était dans ma présentation, mais comme il a fallu que je conclue vite, effectivement, c'est un élément extrêmement important, puisque nous le savons tous, pour que l'Iran puisse s'engager dans un nouvel accord, dès le départ, les Iraniens ont demandé des garanties politiques que le prochain président américain, qu'il soit Trump ou de la trempe d'un Trump, eh bien qu'il ne sortirait pas du JCPOA. Ce à quoi, et c'est tout à fait normal, les démocrates et l'équipe Biden ont répondu, nous n'avons pas la capacité politique, institutionnelle pour vous donner ce type de garantie. Et c'est là qu'on a commencé à voir petit à petit le discours iranien changer et dire, écoutez, s'il le faut, nous sommes prêts à parler avec les Américains en direct. Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, pour rester sur ce sujet, c'est parce qu'il faut, et je pense que les Iraniens vont essayer d'obtenir de manière très pragmatique la venue des entreprises américaines, éventuellement des investissements américains, ce qui, puisque la prochaine élection américaine, la prochaine élection présidentielle américaine aura lieu exactement dans 3 ans, ça laisse cette fois-ci suffisamment de temps pour créer des échanges entre les entreprises américaines et les entreprises iraniennes, voire des commandes d'État qui permettraient de rendre la sortie du JCPOA extrêmement douloureuse économiquement et donc en termes d'emploi pour le prochain président américain. Donc oui, il y a ici un élément important. Les Iraniens, et ils le savent parfaitement, ne pourront pas obtenir de garantie politique. En revanche, à mon avis, je ne suis pas à Vienne malheureusement, mais à mon avis, les Iraniens cherchent déjà à obtenir des garanties économiques très importantes. Comme on a très très peu de temps, il y a 2 questions encore. Il y a une question très intéressante. Lorsqu'on parle du nombre d'accidents automobiles, est-ce qu'on prend en compte, donc d'après ce que la question, enfin, l'une des personnes a écrit, est-ce qu'on prend en compte le fait que, par exemple, dans un pays tel que la France, il y a eu un énorme transfert de transport de marchandises vers le train? Est-ce qu'en Iran, le nombre d'accidents
c'est parce qu'il n'y a pas encore eu cet effet de transition vers le train pour le transport des marchandises, ou est-ce que ça vient vraiment des problématiques techniques au niveau des voitures? Est-ce que on prend en compte cet aspect? Je ne sais pas si M. Hedin ou M. Azmoudeh, si vous pouvez répondre à cette question. Les politiques de transport de chaque pays sont avant tout dépendants de leur géographie aussi. On ne peut pas comparer la géographie iranienne qui est traversée par des massifs et des déserts très inhospitaliers avec la géographie européenne. On ne peut pas développer un réseau ferré en Iran, pas plus qu'on le ferait en Argentine ou en Australie, quoi. Le schéma de transport européen ne se reproduit pas partout sur la planète. Et donc, il est normal qu'on privilégie le transport routier dans une géographie aussi difficile que celle qui… Problème de réseau. Problème de connexion avec Téhéran. Est-ce que je peux en profiter pour dire aussi Allez-y. que pour ceux, alors là, je sors, 18 000 décès et on est à 17-18 000 parce qu'on a un petit peu travaillé les statistiques pour compter les morts, seulement ceux qui sont morts avant 24 heures après l'accident, quoi. Si on va un peu plus loin, on va dépasser les 20 000 et on sait très bien qu'avec un petit peu de discipline et de pédagogie dans la sécurité routière et de renforcement de la sécurité des véhicules, on peut faire des progrès en milliers de décès économisés, quoi. C'est ce que j'allais souligner pour ceux qui sont allés en Iran, pas qu'à Téhéran d'ailleurs, en Iran et qui vivent ou qui ont vu l'état des routes et l'état l'irrespect des codes de la route du conducteur iranien, oui, effectivement, il y a un problème technologique, il y a un problème de sanction, mais il y a aussi un travail énorme, comme vient de le préciser Reza Azmoudeh, un travail encore énorme en termes de sécurité et de discipline des conducteurs iraniens. Mais l'état des routes est quand même… Ça pourrait être, alors c'est pas le Liban, certes, mais ça pourrait quand même être beaucoup mieux. Il y a des routes, il y a des autoroutes, mais voilà, vivant des deux côtés, je n'appellerais pas ça vraiment des routes. En fait. Enfin, je suis méchant, mais c'est le maintien, par exemple, voilà, le maintien de ces routes. Les barres de protection, je ne sais plus comment on appelle ça, les barrières de protection. Quand vous voyez tout ça du regard de l'occidental, vous voyez des dangers de mort partout. Mais je vous fais une parenthèse. Et quand je suis rentré juste la première fois en Iran, il y a une 20-25 ans, il n'était pas rare de voir dans des taxis que la ceinture de sécurité était coupée. Ah ben, il y a 25 ans, il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture où il était coupé. Avec une campagne terrible d'amendes et d'éducation, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous rentrez dans un taxi, on vous demande de mettre votre ceinture. Alors, Baki, Rezak a toujours les bons chiffres. Quel est l'âge moyen du parc en Iran? De l'ordre de 7-8 ans. Pas plus. Pas plus, mais ce sont l'ADN des véhicules qui ont plus de 20 ans, quoi. Ouais, voilà. Et les organes de sécurité type airbag, même s'il y en a qui ne se déclenchent pas, ABS et ceinture de sécurité, ça fait moins de 10 ans que c'est obligatoire. Oui, ça fait une dizaine d'années, mais je dirais que il y a beaucoup de progrès et d'amélioration à faire, tant sur la question de la sécurité des véhicules que la discipline des conducteurs. Si on regarde les chiffres, je viens de le souligner, hein, si on en est à 17 000, c'est parce qu'on a aussi aménagé la définition des statistiques pour compter les morts avant 24 heures après l'accident. Mais
mais quand même, les chiffres sont à la baisse, hein. Les choses vont en s'améliorant, mais il faudrait donner un petit peu le coup de vis que l'on a donné en Europe il y a une vingtaine d'années pour se fixer des objectifs pour descendre en dessous de la barre des 10 000 décès, toute chose qui aujourd'hui le pays n'a pas priorisé parce qu'on a beaucoup d'autres préoccupations plus essentielles, je dirais, quoi. Mais voilà. Est-ce que je peux me permettre une petite remarque si mes amis m'y autorisent? Allez-y. Je viens de faire un tout petit calcul et Reza va me dire si j'ai raison. Il y a environ 7 millions de véhicules qui roulent en Iran, c'est ça à peu près? Alors maintenant, on en est à 24 millions, quoi. Ah, d'accord, pardon, autant pour moi. Et le chiffre pour 1000 habitants, il est de l'ordre de 280 véhicules pour Ah, 1000. voilà. Bon, bah, écoutez, alors, il faut faire corriger les bases de données que je consultais à l'instant. Donc, en fait, bon, en France, il y a 40 millions de véhicules qui roulent. Donc, il y a à peu près le double, on va dire, donc, de ce qu'il y a en Iran pour une population française d'à peine 70 millions d'habitants quand c'est 90 en Iran. Donc, je crois qu'il y a vraiment un espace important de croissance de la mobilité individuelle en Iran. Je voudrais répondre à la personne qui a posé la question sur le transport des marchandises. Ne croyez pas, le transport des marchandises en France, il reste très, très routier tout de même. Le transport des personnes est très. Le train transporte beaucoup les personnes, mais le transport des marchandises est encore très routier, trop routier probablement. Donc, ça n'est pas une différence aussi fondamentale qu'il y paraîtrait a priori, mais j'ai bien entendu aussi parler de la géographie de l'Iran et donc c'est probablement encore bien pire là-bas. Moi, j'ai une proposition un peu iconoclaste, provocatrice à vous faire. De la même manière que dans un pays qui donc est à la veille je pense, d'un équipement, d'un saut quantique de l'équipement en véhicule, renouvelé et plus moderne. Lorsque certains pays qui n'avaient pas le téléphone ont acquis le téléphone, ils ne sont pas passés par la phase filaire, si j'ose dire, ils sont allés directement au téléphone cellulaire. De la même manière, si j'ose un parallèle, il ne faut pas que l'Iran rate l'idée de passer directement à ce que sera le véhicule de 2050, qui nécessairement sera un véhicule électrique dans le monde entier. J'ai bien entendu Reza nous dire qu'il n'y avait pas de projet hydrogène. À titre très personnel, je pense que les véhicules à batterie sont une étape intermédiaire vers le véhicule à hydrogène ou quelque chose d'approchant. Parce que la batterie, lorsqu'elle posera des problèmes de recyclage, lorsqu'elle posera d'énormes problèmes de réseau de recharge et un certain nombre de problèmes logistiques associés, je suis intimement persuadé que l'hydrogène, c'est la voie définitive du futur. Il ne faut pas se couper de la possibilité d'inscrire ça dans les plans de déploiement à terme de l'industrie automobile en Iran. Voilà. C'est un petit peu mon message, qui est un petit peu provocateur parce qu'il y a beaucoup à faire rien qu'en véhicules existants, de technologies existantes, mais sauter pour réduire l'étape intermédiaire à la portion congrue me semblerait être une bonne idée. Et moi, je suis intimement persuadé que l'Iran a toute la connaissance technologique de l'hydrogène, de la production d'électricité, amenant une production d'hydrogène de bonne qualité et avec une faible émission de CO2. Moi, j'ai tendance à vous dire, pensez à cela. Voilà. Merci mille fois. La toute dernière question qui a été posée, là je laisse le mot de fin à Maître Bakimani, c'est par rapport à la question de SWIFT et des perspectives que cela peut ou pas présenter par rapport à la question du secteur bancaire. Oui, parce que j'ai vu en fait alors ce n'est pas une question véritablement, ça a l'air d'être plus une affirmation. Oui, on est tous d'accord. Le système SWIFT est coupé pour les banques iraniennes. Les banques iraniennes sont coupées de tout réseau. Je vous prie de bien vouloir l'entendre. Aujourd'hui, il existe des banques, pas énormément, sur les doigts d'une main,
qui travaillent avec l'Iran, qui ont les autorisations nécessaires pour travailler avec l'Iran, hors système SWIFT. Pour ceux qui sont le mieux organisés, ils utilisent le fameux système Target. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec le SWIFT. Donc, encore une fois, je vous prie de bien vouloir l'entendre. Il existe des réseaux bancaires ouverts sur l'Iran pour les transactions commerciales de tout montant, avec l'euro, pas de dollars, pas utilisation de dollars, et surtout, pour les secteurs qui ne sont pas sous sanction. Ça veut dire quoi? Je le répète encore une fois, ce sont les secteurs essentiellement de l'humanitaire, agroalimentaire, médical, pharmaceutique. D'accord? Et si nous avons un accord dans les prochains jours qui devrait en principe être sous forme de levée progressive des sanctions, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons depuis 48 heures la levée des sanctions sur le nucléaire civil, par exemple. Eh bien, à partir du moment où ce n'est plus sous sanction, les banques, précisément, ces banques-là, ces quelques rares banques, vont pouvoir couvrir les transactions en euros et pas en dollars entre l'Iran et les pays d'accueil. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc oui, le SWIFT n'existe pas aujourd'hui pour l'Iran. Les réseaux bancaires qui travaillent avec l'Iran n'utilisent pas le SWIFT, mais il y a des réseaux bancaires qui travaillent avec l'Iran. Merci. Eh bien, je tiens vraiment à remercier tous nos intervenants. Un gros merci à M. Edin, à M. Azmoudeh, à M. Monet et bien évidemment à Maître Baki-Manesh. Merci à vous pour tout l'intérêt que vous portez à la question iranienne. Et puis, je ne peux que bien évidemment vous encourager à poursuivre dans la voie de cet intérêt pour l'Iran. Essayez de regarder ce que nous on fait au niveau du centre franco-iranien. Si tout va bien, d'ici à peu près un mois, on va organiser une grosse conférence sur la totalité des questions liées à l'Iran. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que ça va avoir des aspects complètement inédits. Et puis, encore une fois, très bonne soirée à vous et merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir, Reza. Au revoir. Au revoir, Reza. Au revoir.